Bonjour à tous et bienvenue à cette 21e édition du festival Livre en Marche. Je suis ravie d'être parmi vous pour ce festival de rencontres avec des experts et des passionnés. C'est un festival engagé qui a choisi cette année pour thème « Écrire le champ des possibles ». Le sujet de notre table ronde cet après-midi est « Si on changeait de vie ». Entre changement de vie contraint ou choisi, leurs chemins ont conduit nos invités vers l'écriture. Qu'est-ce qui a guidé leur choix ? Changer de vie pour quoi ? Et si on changeait de vie pour changer le monde ? C'est avec un vrai plaisir que je vous propose d'écouter Nathalie Georges, Adrien Gigax et Fabien Rodin. Et c'est à vous, je vous laisse vous présenter. Nathalie, vous voulez ? Parce que vraiment, déjà, je suis la moins jeune, alors ça va. Monsieur va commencer, d'accord ? Vous êtes peut-être jeune depuis plus longtemps parmi nous. C'est possible. La jeunesse n'a pas d'âge. Donc je commence. Ok. Donc Fabien Rodin, enchanté d'être avec vous aujourd'hui. Donc pour me présenter simplement, j'aime bien dire d'où on parle. Et donc je suis quelqu'un qui a décidé à un certain moment de vouer une partie de sa vie assez importante à une thématique qui m'est chère, c'est celle de la transition écologique et humaine. Et je l'incarne à travers deux activités, dont l'écriture, celle qui m'amène ici, et une autre qui est un espèce de semeur d'intelligence collective, c'est-à-dire du mieux vivre et du mieux fonctionner ensemble. Et dans l'écriture, j'ai commencé par faire des romans en lien avec cette thématique, puis des pièces de théâtre engagées, et depuis 2014 en tant que scénariste de bande dessinée qui porte aussi ses convictions. Ça te suffit ? C'est parfait. Nathalie. Alors, le changement de vie, il a été contraint. Nathalie, qui êtes-vous d'abord ? Dites-nous qui là, êtes-vous. comme ça va. Je suis une dame, a priori. Mais je sais qu'aujourd'hui, on va beaucoup vers le non-genré, mais moi, je suis une dame. Enfin, je veux dire, voilà. Hein. Et je le revendique haut et fort. Voilà. Donc, un peu moins jeune, il paraît. Et qui donc, quoi d'autre, qui est né, qui a été à l'école, qui a beaucoup travaillé, qui continue à travailler, et qui s'est trouvé à un moment donné contrainte en ayant un peu trop joué peut-être avec l'existence, à habiter une chambre de bonne au 6e étage. Voilà. Alors, la chambre de bonne au 6e étage, ça veut dire 6 mètres carrés 50. Marcus, c'est bien parce que vous faites des quarts de tour et vous avez accès à tout, avec forcément les toilettes sur le palier, enfin la vraie chambre de bonne, voilà. Et plutôt que... non, mais j'aurais jamais pu prendre ça d'une manière tragique. Je le dis honnêtement, me prenez pas pour un héros, que je ne suis pas du tout. Je n'aurais jamais réussi à prendre ça d'une manière tragique, parce qu'à partir du moment où j'avais toujours les bouquins, le chat... la vue sur le ciel, pardon, et puis de pouvoir cuisiner et de partager avec mes voisins, tout allait bien, quoi, quelque part. Alors Nathalie, on y reviendra. Adrien, à vous, qui êtes-vous ? Alors, enchanté, moi je m'appelle Adrien Gigax, je suis suisse, et puis je suis écrivain, j'en suis à mon 3e roman, et puis peu à peu, du 1er au 3e roman, j'ai quitté le monde de l'entreprise, dans lequel j'étais assez impliqué, comme consultant, en management, en organisation, etc., pour aller vers l'écriture, vers une pratique qui ait un peu plus de sens pour moi. Et puis c'est ce dont on parle en quelque sorte, mais avec beaucoup de fiction, mon 3e roman. Alors Adrien, on va commencer avec toi. J'ai dit vous tout à l'heure, j'ai pris un mauvais chemin, je reviens. Adrien, c'est toi qui vas nous parler d'abord de ton histoire, donc du coup, de comment t'en es arrivé à écrire, de ce que t'as fait, de peut-être aussi tes premiers bouquins. Je te laisse la parole pour nous raconter. Alors, en quelques mots, je me suis mis à écrire. Donc moi, je lisais pas. Je pensais que les livres, c'était pas pour moi. Je pensais que c'était pour les femmes. Donc, simplement parce que ma mère et ma sœur lisaient beaucoup. Et puis, mon père lisait des BD. Donc moi, je lisais les BD comme mon père. Enfin, c'était très genré, un peu idiot. Et en fait, je lisais pas. Ça m'intéressait assez peu. Et puis, un jour, j'ai fait un mauvais voyage psychédélique à Istanbul. Et puis je me suis dit, tiens, il faudrait quand même que je raconte ce truc-là, parce que c'est assez particulier. Puis je cherchais un moyen d'expression. Et j'ai essayé la peinture, c'était une catastrophe. La musique, je sais même pas vraiment comment ça fonctionne. Donc je me suis mis à écrire. Et ça a donné un début de texte, un milieu de texte, après un texte complet qui a fini en manuscrit que j'ai envoyé par la poste, tout à fait naïvement, à Paris, en petit Suisse. En fait, je voulais me saouler au Café de Flore. Ce que j'ai fait d'ailleurs le jour où j'ai pu aller signer mon contrat là-bas, donc cliché total et tout. Et puis ça m'a
montrer qu'il y avait autre chose que être consultant, mettre sa cravate le matin, aller bosser, aller régler des problèmes d'entreprise. Et puis, j'ai trouvé ça assez cool. Et en fait, je suis arrivé à un carrefour à un moment donné où je me suis retrouvé comme consultant dans des EHPAD. Donc, je passais tout droit, je regardais pas les vieux. J'appelais ça les vieux, je les appelle toujours, mais c'est affectueux maintenant. Mais je passais tout droit et j'allais dans le bureau du directeur. C'est un plaisir. Et en fait, j'allais tout droit voir le directeur pour parler d'organisation, parler d'objectifs, de retour sur investissement, etc. Donc, c'était assez... c'était très business, même dans un EHPAD. Et puis un jour, je me suis dit, mais vu que j'aime écrire et puis vu que je suis touché par en fait, les vieux me faisaient peur, mais c'est parce que ça me touchait, ça me questionnait beaucoup. Bah, je me suis dit, je vais écrire un livre pour les vieux, pour leur donner la parole à ces gens dont on pense qu'ils ont juste qu'à mourir en fait, quand on les voit là comme ça errants devant Cyril Hanouna sur la télévision dans l'EHPAD. Et du coup, c'est la raison pour laquelle je me suis dit que j'allais écrire un deuxième texte sur justement la réjouissance qu'il y a à finir sa vie, qui est une contemplation en fait de la vie qui avance et qui se termine. Et puis ce livre a été publié, il a été adapté au théâtre. Et puis je me suis dit tiens, il y a vraiment un truc là. Au fait, c'était un marqueur pour moi de me dire en fait ce que j'ai fait là, je peux entrer dans un EHPAD pour aller régler des problèmes managériaux et puis gagner beaucoup d'argent. Ou alors je peux y aller pour voir les gens qui vivent puis essayer de prendre ce petit truc que j'ai en moi qui est peut-être, je sais pas, une espèce de fond d'intuition, de petite capacité à faire des phrases et puis essayer d'aller dire ce que ces gens vivent. Et puis c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai écrit ce livre et puis là c'était vraiment le carrefour, je pouvais plus vraiment reculer. On m'a proposé de reprendre l'entreprise, enfin de monter dans le management, etc. Et puis je me suis dit ok bah non, j'arrête et j'ai décidé de faire qu'écrire. Et maintenant c'est ce que je fais et c'est pour ça que je suis là en train de vous parler de ça. Et du coup, tu peux même nous parler donc du troisième livre. Oui, alors le troisième livre, c'est une fiction, mais c'est un peu l'histoire de ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que c'est un type de 30 ans, un peu con, donc c'était assez facile à écrire parce que ça me correspond pas mal quand on a 25-30 ans et puis qu'on bosse et on drague et on boit du vin blanc. Il y a une sorte de connerie qui s'installe comme ça lentement, insidieusement et qu'on partage avec nos pairs parce que on est un peu tous dans la même bulle, on travaille dans des entreprises en Suisse en plus, c'est un petit monde, on est un peu sous cloche. Et puis ce type de 30 ans, un jour, ça risque de vous parler parce qu'on parlait avant du fait que des fois on se croise quand on vit l'un à côté de l'autre, on croise le voisin mais on fait pas attention à lui. Bah, mon narrateur qui a 30 ans, il a son immeuble qui est en flammes et puis on lui annonce que sa voisine est décédée dans l'incendie. Et puis on lui demande bah voilà ce qu'il savait d'elle et puis en fait il ignorait totalement la vie de cette voisine. Et puis ça démarre quelque chose chez lui, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Un jour on m'a dit voilà la voisine est décédée, on a vu venir l'ambulance. Puis je me dis mais je suis con, je savais qu'elle existait mais je lui ai jamais demandé, je lui ai fait 2 fois ses courses, mais je lui ai jamais demandé qui elle était, etc. Alors que j'avais écrit ce livre sur les vieux, donc je me suis dit mais même moi je suis à l'ouest quoi. Et du coup bah ça c'est le début du livre. En fait il apprend que sa voisine est décédée dans l'incendie. Puis il se dit, il y a un truc qui tourne pas rond. Je dormais vraiment, mon lit il y avait un mur entre mon lit et le sien, et j'étais même pas au courant qu'elle était là. Donc j'ai perdu mes antennes. Il y a un truc quelque part qui est parti en steak. Et du coup, bah, il se met en quête de la nature, sans savoir ce que c'est, avec tous les clichés des gens de 30 ans qui pensent qu'il suffit d'aller garder les lamas au Laos pendant 2 semaines pour se reconnecter à Gaïa ou faire de la méditation en pleine conscience. Donc il tombe dans tous ces pièges-là, en essayant de changer de vie. Mais avec quelque chose que j'aime quand même bien observer autour de moi, chez mes amis et les gens que je fréquente, c'est qu'il y a quand même une intranquillité, il y a une envie de changer, une envie d'aller vers une autre vie. Donc c'est aussi pour ça qu'on parle de changer de vie, puis que le festival, il pose cette question-là, de dire est-ce qu'on peut essayer d'organiser la vie autrement, d'avoir d'autres sens, d'autres valeurs à déployer. Et il fait ce travail-là. Alors il part à la montagne, après il part s'occuper des vaches, et il part après en Polynésie, utopie ultime de la terre intacte. Et voilà, c'est l'histoire de cet envol naïf, mais qui doit quand même mener quelque part, parce qu'à force de pas savoir ce qu'on cherche, ben on se fait quand même une opinion sur le monde, et puis on apprend un certain nombre de choses, et c'est l'histoire de cet apprentissage. Ce livre, il est là, il s'appelle Départ de feu, et vous le retrouvez du coup au Salon du Livre juste à côté. Merci en tout cas pour cette présentation. Je vais passer la parole à Fabien pour nous parle-nous de toi en fait aussi, de ce changement de vie, de ce tournant que tu as commencé à évoquer tout à l'heure.
Moi déjà, je pense que des changements, on en a plein dans la vie, plein de micro-changements, mais que parfois, en effet, il y a quelques marqueurs qui sont un peu plus importants. Si je parle de l'écriture, d'abord, il faut que je parle de ma vie personnelle avant ça. Et donc, j'ai eu un gros changement de cap il y a une vingtaine d'années, en 2001, où j'ai perdu dans un accident de la route ma première épouse. J'étais le papa de 2 enfants en bas âge, 1 an et demi et 4 ans et demi. À l'époque, je travaillais comme directeur informatique d'une grande coopérative agricole qui couvre tout le sud-est de la France. J'avais une équipe d'une vingtaine de personnes et j'étais dans le train normal de la vie occidentale, c'est-à-dire sans abus, mais disons que je me disais tiens, je ferais peut-être bien un MBA pour devenir dirigeant, pour gagner un peu plus, blablabla. Mais suite à cet accident de la vie, je me suis senti à la croisée des chemins. Tout ce que j'avais construit perdait tout son sens. Si j'avais pas eu d'enfant, j'imagine que j'aurais eu envie d'aller peut-être aider à Haïti ou en Afrique. Enfin, je sais pas, de justement donner du sens, parce que la société dans laquelle on vit n'en avait plus aucun pour moi. Mais j'avais 2 enfants, et donc il fallait que je continue. Et à ce moment-là, quelques années après, je suis tombé sur celle qui est devenue ma seconde épouse. Je me suis retrouvé, on va dire, en sécurité affective. Et là, j'ai enfin pu décider de changer radicalement de vie professionnelle. Donc, j'ai tout envoyé valser. Je me suis formé à des approches de coaching, d'accompagnement, de développement personnel, de manière à pouvoir les transmettre, mais aussi probablement parce que j'en avais besoin pour moi-même, pour continuer à grandir et à comprendre. Et à peu près dans la même période, je me suis mis à écrire. Et il se trouve qu'écrire, c'était un peu le rêve de ma vie, parce que moi, quand j'étais gamin, j'écrivais des petits textes, je lisais beaucoup. Je pense que j'écrivais plutôt pas mal, en tout cas au-dessus de la moyenne. Et quand j'étais ado genre 16-17 ans, j'écrivais des lettres d'amour ou de rupture pour mes potes. Ouais, pas pour moi, parce que moi j'étais complètement asocial. Donc plutôt pour mes potes. Souvent ça marchait, ça atteignait l'objectif, donc c'était plutôt cool, faire pleurer de joie ou faire pleurer de tristesse, je sais pas trop. Mais bref, tout ça m'a mis dans ce côté un petit peu raconteur d'histoire. Et donc j'ai commencé à écrire des romans sur l'évolution personnelle. C'était tout à fait logique par rapport à ce que j'avais vécu. J'avais envie de transmettre des choses par la fiction, des choses auxquelles je croyais. J'avais appris l'hypnothérapie, par exemple, et je me suis dit, mais c'est dingue, parce que arriver à comprendre comment mieux activer quelque chose de positif chez l'autre, voire chez soi-même, c'est quand même vachement plus important que d'apprendre le tableau de Mendeleïev quand on est au collège, sauf si on veut devenir chimiste. Donc je me suis dit, mettons ça dans un roman. Et cette griffe de départ, je l'ai toujours gardée, c'est de partir de certaines convictions et d'en faire une fiction, donc d'inventer des personnages, d'inventer une trame, d'inventer l'amour, la trahison, etc., pour intéresser le lecteur, mais d'avoir en toile de fond systématiquement un propos assez fort que j'ai envie de porter. Donc ça a commencé par l'évolution personnelle, et puis ça a continué assez rapidement avec ma connexion, on va dire, à notre terre-mère à tous. Et j'ai été touché, meurtri par plein de choses il y a déjà un certain temps. Et là, j'ai commencé à mettre, on va dire, ce thème de la transition écologique et humaine au centre de mes écrits. 2 pièces de théâtre relativement engagées, et depuis 2014, donc des BD. La première étant celle que tu tiens, Les Seigneurs de la Terre, qui est une saga donc en 6 tomes qui vient de se terminer cette année. Donc elle est bouclée, et où on suit là aussi une histoire de changement, puisque c'est l'histoire de Florian, mon personnage principal, qui est lui aussi un peu comme toi, qui a le même genre de job, et qui, suite à une prise de conscience, décide de faire son retour à la Terre, mais de le faire en bio en 1999. Du coup, il se confronte à tout l'environnement agricole qui, évidemment, était celui de l'agriculture dite outrageusement conventionnelle. C'est comme si on faisait comme ça depuis toujours, comme si on mettait de la chimie depuis 8000 ans pour faire pousser des tomates. Et puis, on suit son parcours jusqu'en 2022. Voilà. Et puis j'ai fait quelques autres BD, mais je ne vais pas monopoliser le temps de parole, ce qui fait que des personnes qui veulent les découvrir pourront me rejoindre à mon stand. Quelle bonne idée. En tout cas, il y a quand même un truc avec l'histoire des BD, c'est que tu disais que ça paraissait plus simple de faire passer ce genre de message avec de l'émotion, et que la BD était peut-être une belle manière de le faire passer. Alors, je ne veux pas dire que c'est forcément plus simple, mais c'est complémentaire. C'est-à-dire que quand on fait un essai, qu'on écoute une conférence explicative ou qu'on regarde un documentaire, c'est notre cerveau qui est nourri, et on en a besoin.
Mais quand on regarde un film, une série, qu'on lit une BD ou qu'on lit un roman, je pense que c'est le cœur qui est touché en premier. Et j'ai la conviction que ce qui nous met le plus en action, c'est les émotions. Donc c'est plutôt le cœur. Si c'était la compréhension, on n'en serait pas là aujourd'hui, au niveau notamment de l'environnement, puisque ça fait bien longtemps qu'on sait tout ce qu'on sait, quoi. Ne serait-ce que pour parler récemment du Club de Rome, 72, on savait exactement ce qui allait se passer. Tout le monde le savait. Enfin, tout le monde, un grand monde. Mais pour que ça change, il faut que les émotions soient touchées. C'est ça le déclencheur de l'action. Et ça n'empêche pas de comprendre non plus. Et après, moi, dans mon essence, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Donc, je prends cet axe-là. Mais c'est complémentaire à l'autre. Merci. Nathalie, c'est à vous. Alors, vous voulez savoir sur Tout. la cuisine du 6e? Oh non, tout, ça serait trop long. Mais alors, commencez quand même avec votre histoire à vous. Donc, l'histoire à moi, donc je vous ai dit, je suis allée à l'école. Enfin, j'ai été pensionnaire longtemps, ça c'est très important, ça raconter. J'ai été élevée par la grand-mère paternelle. C'est Gigi, hein. Gigi, voilà, très grande cuisinière. Et je suis allée au pensionnat, j'ai fait 10 ans de pensionnat. Éducation religieuse, tout comme il faut, complètement 19e, enfin, c'était parfait. Et il s'est trouvé qu'à un moment donné, j'ai quitté le pensionnat un peu violemment et j'ai commencé à travailler très tôt, après mon baccalauréat. Et très vite, j'ai beaucoup aimé travailler. J'ai travaillé dans la création graphique, enfin au début sur la création de produits. Sans le savoir, j'avais hérité de talents de mes parents qui étaient chacun artistes, l'un étant architecte et peintre et l'autre ayant créé le premier prêt-à-porter de luxe, ma mère. Bien que n'ayant pas été avec eux, en tous les cas, j'avais hérité de ça. Et donc, j'ai travaillé en création pour l'Orfèvrerie Christophe, dans les arts de la table, et puis je me suis mis à mon compte, comme on disait, parce que les sociétés unipersonnelles n'existaient pas à l'époque. Donc, je me suis mis à mon compte et ça a assez bien marché. Je me suis revendiquée sur des conseils, mais je veux pas incriminer la personne qui m'a conseillé parce que c'était quelqu'un d'exceptionnel et qui est décédé très vite après, en tant que BIC. Alors, j'ai su très tard, après des années, ce que ça voulait dire, bénéfices industriels et commerciaux. Et toutes les personnes qui se sont revendiquées de ce système, enfin bref, ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Quand la vérification de comptabilité est arrivée, je reconnais humblement que je m'en suis pas, enfin ça m'a pas bouleversée du jour au lendemain, et elle a duré quand même, enfin les histoires avec le fisc ont duré 20 ans, jusqu'au moment où je suis arrivée comme dans les Mickey. Vous pourriez faire une bande dessinée, tiens vous, mon voisin. Le Mickey là qui tombe du dernier étage, il est rétamé, vous voyez, avec des petites étoiles là, bing, 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 voilà, bon. Le chignon en désordre, enfin vous voyez. Et donc, parce qu'on m'a dit, madame, vous n'êtes pas BIC, vous êtes BNC, enfin bon, alors qu'en réalité, il y a les deux, je pourrais me revendiquer des deux systèmes. Et donc, pendant cette vérification de comptabilité, il s'est tramé une vie où parallèlement, j'ai beaucoup travaillé. Je reconnais, j'ai eu beaucoup de chance, c'était très intéressant parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré des artisans ou des industriels de PME formidables. Donc, mais il y a un moment, on m'avait dit, tu verras, tu pourras plus fonctionner. Il y a un moment où j'ai été rattrapée parce que le fisc français est quand même tenace. Donc, à force d'avoir des ATD, des machins, enfin, vous pouvez plus fonctionner, quoi. C'est impossible. Donc, je me suis retrouvée dans la chambre de bonne, au 6e étage, 6 mètres carrés 50. La vie est formidable. Bon. Donc, voilà, en continuant à travailler, bien évidemment, pour assurer mon existence. Et très vite, alors nous étions 6 à peu près, au 6e étage. J'entends 6, il y a 7 chambres, il y en avait 6 d'occupés. C'est extrêmement mélangé en termes de nationalité, en termes de milieu social et en termes d'activité. C'est-à-dire qu'il y avait le gars qui venait de la Corée pour la cuisine, il y avait le juif polonais qui lisait Heidegger, il y avait le Kényan qui bouvait de la tequila toute la nuit. Enfin, c'était extrêmement mélangé et très amusant de ce fait, quelque part. Très vite, par culture et par goût,
j'ai voulu partager avec mes voisins. Parce qu'au pensionnat, on partage beaucoup quand même. Mais dans l'éducation que j'avais reçue, elle est faite de partage au départ. Donc voilà, j'ai partagé avec mes voisins, mais sans jamais être trop intrusive. Je voulais pas qu'ils se sentent coincés par la mémé du 6e étage. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le genre, on va se faire harponner, elle va pas nous lâcher les baskets, ça va être un cauchemar. Non. C'est tu veux, je fais 2 œufs, t'en veux, ok, d'accord. Et quelquefois, on faisait des repas ensemble, on fêtait genre la Saint-Nicolas, les rois, et des choses comme ça. Alors, sur l'intérêt que ça peut, parce que je pense que c'est ça l'objectif. Alors, je me suis retrouvée à un moment donné à vouloir faire partager cette expérience. Je me suis jamais pris pour un écrivain, je vous rassure tout de suite, ni pour une cuisinière. Je pense que je fais de la cuisine ménagère et que simplement j'ai raconté du vécu pour essayer de faire comprendre à certaines personnes, parce que il me semble que beaucoup de gens se plaignent inutilement ou sont sur des faux problèmes, ce qui rejoint un petit peu vos deux, enfin au moins le début de votre existence, ou César dans le livre peut-être. Oui, voilà, et que c'était pas la peine. À partir du moment où on pouvait partager avec les autres, on pouvait très bien manger. Je veux dire, on a à portée de main la cuisine, qui est un outil formidable, qui est que, quel que soit son milieu social, quel que soit son âge, quels que soient ses moyens techniques, quels que soient ses moyens financiers, vous pouvez passer des moments merveilleux. En plus, vous faites du bien à votre corps, ça vous évite d'aller chercher des antidépresseurs chez le pharmacien, la Sécu fait des économies, enfin, c'est gagnant de tous les côtés. Donc, j'ai voulu faire partager cette expérience, voilà. Et il se trouve que, contre toute attente, eh bien, il y a eu une petite résonance qui prouve bien qu'il y a quand même des problèmes dans l'évolution du monde aujourd'hui. Oui, non, mais c'est vrai, parce que je suis ni Johnny Hallyday, ni Jésus-Christ, vous voyez ce que je veux dire. Donc, quand on me dit c'est formidable ce que vous faites, je comprends pas forcément. Voilà. Merci pour cette présentation. Je vous en prie. En fait, Nathalie, quand vous écrivez ce bouquin, parce que vous l'avez dit, c'est votre grand-mère qui vous a donné cette passion de la cuisine, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'elle m'a formé le goût déjà, parce qu'on discutait pas de savoir si on aimait ou si on n'aimait pas. Déjà, on mangeait tout et on finissait son assiette. Finalement, ça a quand même du bon, parce que ça oblige à avoir une nourriture très variée. Alors, je l'ai observé cuisiner. D'accord? Parce qu'entre 1 an et 8 ans, on cuisine ou en dehors de mettre de la farine dans toute la cuisine, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ou du beurre, enfin bon, on fait pas grand chose. Mais en tous les cas, je l'ai beaucoup observé. Et quand j'ai quitté le pensionnat à l'âge de 18 ans, et que je me suis trouvée à habiter en face de chez elle, à ce moment-là, j'ai cuisiné avec elle. Et elle m'a transmis à ce moment-là le vrai goût de la... Oui, non, mais c'est formidable. Puis c'est créatif, la cuisine, vous savez. Un plat, ça se négocie. Enfin, je veux dire, c'est pas comme la pâtisserie. Les quantités sont moins précises. Et puis, quelquefois, il y a des sauces comme ça, des grandes sauces qui ont été inventées. Vous êtes parti sur un truc, il y en a un autre à la fin, quoi. L'important, c'est que ça soit bon. Qu'est-ce qu'on trouve dans votre livre qui s'appelle donc La cuisine du 6e étage? Qu'est-ce qu'on trouve comme type de cuisine? Du piano au réchaud. C'est important, ça, du piano au réchaud. Oui. Ce qu'on trouve, alors, dans la première partie, c'est en 3 actes comme une pièce de théâtre, parce que la vie est un théâtre, finalement. Et faut toujours se regarder, parce qu'autrement, c'est pas drôle du tout. Et puis, ça risque de prendre la tête aussi. Donc, premier acte, ce sont les cuisines de Gilberte. Enfin, c'est très simple, hein, c'est des bourguignons, des sautés d'agneau, du pain perdu, des œufs cocottes. Enfin, c'est une cuisine familiale, bourgeoise, une cuisine de ménage, comme on disait avant, dans le temps. La deuxième partie, c'est la découverte de l'Italie. J'ai pas voulu faire un état dans l'état, donc vous avez, j'espère, savoir comment faire des bonnes pâtes et un bon risotto. Et la troisième partie qui a été à l'origine du livre, c'est comment, avec rien, vous pouvez faire quelque chose de très bon. Alors, au 6e, on cuisine pas de la même manière. On dit pas, je fais un bourguignon ou des milanaises. On a des pommes de terre et que fait-on avec ces patates? Donc, on fait une salade de pâtes avec des saucisses. Ou alors, on a un brocoli. Que fait-on avec son brocoli? Vous voyez, c'est complètement différent parce que comme vous avez un feu et que vous êtes dans le couloir à 4 pattes, vous, dans votre poêle, il faut qu'il y ait tout. Bah oui. C'est un plat qui tient au corps, voilà. C'est roboratif. Et on mange du gras. C'est très important. Voilà.
Merci Nathalie pour toutes ces explications. Mais je vous en prie. Je reviens un petit peu à tous les deux. Donc vous avez fait des changements de vie, ok. C'était quoi? De la recherche de sens? C'est des convictions qui vous ont amené à ces choix? Parce que par exemple, parler d'écologie alors que tu parlais d'hypnose, d'hypnothérapie ou d'hypnose juste avant, qu'est-ce qui t'a amené à se dire non mais moi il faut que j'écrive sur un truc comme ça? Il faut que j'écrive sur l'écologie, c'est ça la question? Tu écris sur l'écologie oui, déjà. Mais ta question c'est qu'est-ce qui t'a amené à passer de tout ce qui est écrire plutôt sur l'hypnose, sur ce genre de choses, sur le développement personnel, à l'écologie, à des sujets qui ont peut-être un autre sens ou une autre taille pour toi? Je pense que c'est progressivement la conviction qui a grandi en moi que nous sommes la nature et que parler de l'humain, c'est parler de la nature. C'est pas un truc déconnecté, quoi. À un moment donné, je me suis mis complètement en opposition avec notre bonne vieille pensée cartésienne. Vous savez, cette fameuse phrase l'homme doit être comme maître et possesseur de la nature. Pour moi, en fait, c'est pas des choses réellement différentes. Et puis j'ai été pris par un sentiment d'urgence, de faire ce qu'on peut dans la situation actuelle, celle qu'on traverse depuis un certain temps déjà, pour protéger tout ce qui nous entoure, quoi, la terre-mère qui nous nourrit. Est-ce que tu es un optimiste de l'écologie? Parce que c'est quand même un mot que tu as utilisé il y a quelques années, l'écolo-optimisme. C'est toi qui l'as inventé d'ailleurs? Ouais, je crois. Ou alors, si je l'ai piqué, c'est inconsciemment, donc c'est presque pareil. Oui, avec une forme d'optimisme qui s'affine de plus en plus, parce que ma définition de l'optimisme, c'est pas juste dire tout va bien se passer, quoi. C'est pas vraiment ça. C'est pas non plus se dire tout va bien quand on est en train de partager un bon verre avec un bon plat, avec des gens qu'on apprécie, etc. Évidemment, ça c'est pas de l'optimisme, c'est juste être normal, quoi. En gros, pour moi, l'optimisme, c'est justement ce qui se révèle quand c'est compliqué. Donc, à la question que j'ai assez souvent, qui me dit comment vous pouvez être optimiste dans une période pareille, pour moi, c'est un non-sens. Puisque c'est justement parce que la période est difficile qu'il faut être optimiste. En fait, il y a une phrase qui ressemble, je ne sais plus de qui, et ce ne sera pas exactement ça, mais qui dit au pessimisme de la connaissance, il faut opposer l'optimisme de l'action. Ouais. C'est à ça que je crois aujourd'hui. C'est-à-dire la connaissance de tout ce qui se passe pousse vers le pessimisme, ou alors vers la négation, vers le déni. Mais si on va pas vers le déni, on se dit ok, c'est quand même grave quoi ce qui est en train de se passer. Ça je le crois en tout cas. Mais à ça on peut répondre justement par l'optimisme de l'action. Et cet optimisme pour moi, c'est de se dire on peut toujours changer les choses. Alors ça veut pas dire on peut changer les choses sur le plan du réchauffement climatique. On peut changer les choses pour que ça s'arrête. Ça c'est pas vrai. Enfin nous on ne le verra pas. Je pense tous ceux qui sont dans la salle. Par contre on peut changer les choses pour que ce soit nettement moins grave que si on ne fait rien. Voilà, il y a une phrase que j'ai entendue il n'y a pas longtemps que je trouve assez inspirante. Vous allez peut-être la trouver un peu triste, mais moi je vais quand même la sortir. C'est on va plus se demander si l'humanité va faire une sortie de route. On y est. La question c'est combien on va faire de tonneaux. Et la question elle se pose pas pour nous, elle se pose pour les plus jeunes et pour les générations suivantes. Oui, désolé Justine, je sais que toi tu es une optimiste différente, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et donc qu'est-ce que tu en penses de ce que je viens de dire? Il essaye de me retourner les questions et ça, c'est des choses qui ne se font pas du tout. Alors moi, je vais passer plutôt la parole à Nathalie, qui est elle aussi plutôt optimiste, non? Optimiste et pas optimiste parce que je pense qu'on est allé très loin. Alors on va mettre du temps, mais je pense que l'homme habitera plus sur la Terre, moi, au bout d'un moment. Voilà. Il y en aura d'autres, mais c'est pas la planète continuera parce qu'on est tellement prétentieux. On pense que l'homme a été tellement prétentieux par rapport à la planète. Je pense qu'on va lutter, mais au bout d'un moment, la planète, sera toujours là, mais nous, non. Vos 15 années de vie dans les 6,5 mètres carrés, etc. Ouais. Il fallait un petit peu d'optimisme aussi pour ce changement de vie. Ah mais non, mais optimiste, je veux dire, on réduit pas la vie à sa propre existence. Autrement, c'est pas drôle. Mais vous pensez aux générations, ça va prendre un peu de temps. Si vous regardez au moment de la naissance de l'homme, et jusqu'à maintenant, il s'est passé quand même quelques années. Donc, il y a encore le temps de devoir venir. On a le temps de descendre doucement. Non, je sais pas ce que vous en pensez, mais on a le temps de, vous voyez. Mais cela dit, l'expérience du 6e étage aide à faire beaucoup plus attention à ce qu'on fait. Et j'étais très fière quand des étudiants qui
étaient au début arrivés avec leur sac de salade là du supermarché machin, allaient au marché 2 fois par semaine. Voilà. En fait, c'est vous qui avez raison, parce que si on vivait tous dans 6,5 mètres carrés, il y aurait pas beaucoup de problèmes. Je suis bien d'accord. Mais et je vais vous dire une chose, je me disais, finalement, les gens partent en vacances à l'autre bout du monde. On va créer des configurations du 6e et on va leur proposer de faire des stages de 8 jours, 15 jours au 6e étage. Et alors, ça va changer beaucoup de choses. Ah, mais je vous assure. Il faudrait que des 6e étages dans tous les immeubles. Oui, puis bien chaud l'été avec le zinc. Ouais. Et puis ça s'appellera « Et si on changeait de vie ?» hein, ça s'appellera « Et si on changeait de vie ?» Oui, oui, non, mais je plaisante pas là-dessus. Hein. Il y aurait vraiment des choses à faire parce que vous retournez à l'essentiel obligatoirement. Même si nos histoires sont, je veux dire, vous êtes obligés, autrement vous pouvez pas. Voilà, ça marche pas, quoi. Adrien, pour toi, cette recherche de sens, c'est aussi un truc comme ça, c'est de l'ordre de l'essentiel. Alors, je parle de César dans le livre ou de toi. Tu me réponds comme tu veux. Alors, bon, moi, j'ai la chance de pas être un essayiste comme il y en a beaucoup ici et de défendre un point de vue qui serait tenable. C'est-à-dire que je parle juste dans ma fiction de ma petitesse, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est anxieux en moi, tout ce qui est petit et un peu vil. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai pas forcément un sens transcendant, quelque chose. Je me dis, ah, c'est là que je vais. J'essaie juste d'arriver à dormir, d'avoir une estime de moi plus ou moins correcte et d'avoir le sens qu'il y a une sorte d'éthique qui est la mienne, qui est très personnelle. Je suis pas sûr qu'elle permette de sauver la planète, mais qui me permette comme ça de continuer à fonctionner. Donc si j'ai écrit ce livre, etc., c'est plutôt pour ma santé mentale personnelle. Mais je pense quand même qu'en ayant la quête de ma santé mentale, ça peut peut-être servir à d'autres. Et il y a une chose, par exemple, que j'écris dans Départ de feu, pour faire un lien avec ce que vous disiez, Nathalie, c'est que à un moment donné, justement, on lui dit, voilà, la planète va mourir, il y a ça. Ça m'avait marqué, j'étais en résidence littéraire dans une fondation en Suisse. Et puis, il y avait un écran comme ça qui était éteint. C'était un Samsung, je crois, puis c'était mis en petit Save the Planet. Et puis, ça tournait comme ça. Et puis, il y avait mes collègues, mes co-résidents qui regardaient ce petit mot, puis qui étaient tous tellement émus, vous savez, comme des artistes, des fois un peu trop expressifs, en disant, ah mon Dieu, cette phrase, je vais pas réussir à dormir, etc. Et puis, moi, je me disais, mais c'est quand même débile. Moi, petit homme, comment vous voulez que je sauve la planète? Ça me paraît débile. Elle a pas besoin de moi, la planète. À la limite, c'est moi que je dois sauver. Puis si j'ai un peu d'empathie, etc., vous êtes sympathique, je vais essayer de vous sauver aussi. Toi aussi, toi, on verra. Et du coup, en fait, c'était simplement ça, mon moteur. Et c'est pour ça que dans le livre, à un moment donné, il fume un peu trop. Et puis, il y a la planète qui s'adresse à lui, puis qui lui dit, mais toi, petit humain, qu'est-ce que tu me casses les pieds à vouloir sauver? Tu veux me sauver, et puis t'es là en train de tout fébrile parce que tu dois me sauver, mais arrête, laisse-moi. J'ai eu pendant 10 millions d'années une couche de glace. Il y a eu pendant, 20 millions d'années, je crois, des neiges de fusion. Enfin, je sais pas. Justement, je suis pas essayiste, donc je peux dire ce que je veux, mais vous pouvez vérifier ce qui est dans le livre est juste. Du coup, c'est pas elle qu'on doit sauver. Et cette idée-là a déprimé la moitié de mes lecteurs, qui a dit ouais, mais alors il est nihiliste ton bouquin. Si on peut rien faire, on peut rien sauver, ça sert à rien. Et puis il y a l'autre moitié qui dit ah, mais en fait ça m'a apaisé, ça m'a fait du bien parce que je suis écrasé par cette idée de devoir sauver la planète sans même savoir la dessiner ou me la représenter. Donc en fait voilà, non, moi ça me fait du bien ce genre de phrase. Donc écrire, faire parler la Terre, peut-être ça m'a donné une 15aine de nuits de sommeil apaisées. Donc c'est plutôt ça le sens que j'ai cherché par l'écriture, que je trouvais pas quand j'allais voir un directeur puis que je lui disais que franchement son organigramme, pour 20 000 francs je pouvais le refaire, quoi. Adrien, dans son livre, au-delà de ce que Adrien raconte, c'est aussi qu'il y a plein de choses sur justement des parallèles importants sur la problématique du numérique, sur justement la problématique de la planète. Donc c'est pas si léger que ça. Voilà, en tout cas, il y a de vraies prises de conscience qui peuvent être dans ton roman, pour les lecteurs de ton roman, je crois. Oui, c'était le but, c'est quand même de transmettre quelque chose, de pas juste être un clown qui se fait du bien, sinon il suffit d'avoir un blog ou quelque chose. Donc c'est quand même de transmettre quelque chose. Et il y a une chose que je pense avoir plus ou moins réussi, c'est que il reçoit des notifications. On vit tous avec
des notifications qui interrompent notre quotidien. Peut-être que là, malgré le fait que ce que je dis est absolument brillant, il y a des gens qui ont été interrompus par une notification qui leur annonce que c'est l'anniversaire de tante Gertrude ou alors que Pierre-Alain a changé de poste sur LinkedIn ou autre. J'ai voulu le faire ça dans mon livre. Donc en fait, on lit, le type est en train de draguer une nana ou autre, et tout à coup il y a une notification qui interrompt ce moment. Puis après la scène reprend, puis il y a de nouveau une notification qui n'ont absolument rien à voir avec le moment qu'il est en train de vivre. Et alors vu que le livre précédent était sur la fin de vie et puis que j'avais un lectorat qui était assez avancé dans la vie, quand ils ont lu ce livre, ils ont dit mais c'est insupportable quoi. Je l'ai lâché après 20 pages parce que j'étais interrompu par ces trucs, c'était insupportable. Puis je dis oui, mais parce que c'est insupportable. Et cette dimension insupportable de ce côté haché est très empêchée de nos vies en fait. La continuité est toujours interrompue par les notifications et autres. Ça j'essaie de le faire ressentir, et ça je pense que c'est pas juste une névrose personnelle, c'est quelque chose qui a du sens, que je veux transmettre. Et puis voilà, s'il peut y avoir 2-3 personnes après avoir lu mon bouquin qui enlèvent toutes les notifications sur leur téléphone, je pense que c'est que le bouquin sert à quelque chose, pas qu'à moi. Merci. Moi, j'ai une question pour vous. En fait, Fabien, tout à l'heure, tu as dit, finalement, changement de vie, c'est un truc continu, quoi. Oui, il y a des moments marquants, et vous venez de l'évoquer dans vos vies, mais finalement, votre vie, elle évolue tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ce truc ? Ça veut dire, je me suis rendu compte, y compris quand on s'est appelé l'autre jour, que y a ce dont on avait parlé, quoi, qui est ce que j'ai partagé tout à l'heure avec le décès de ma première épouse, mais aussi qu'il y a eu plein de micro-changements qui ont suivi. Et puis comme on en parlait aussi avec Adrien en off, il y a parfois des moments où on prend des décisions qui sont relativement fortes, mais qui résultent de micro-changements qui ont eu déjà lieu avant. Et pour moi, par exemple, ce que je partageais tout à l'heure, c'est-à-dire mon rapport, on va dire, à l'écologie, pour le faire simple, c'est quelque chose qui est en évolution permanente. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, j'ai commencé à prendre certaines décisions, et je crois que c'est un des domaines dans lesquels on fait jamais marche arrière. On met un doigt et puis on a tout le bras qui y passe, puis tout le corps, mais c'est heureux parce que c'est rare qu'on ait des grosses prises de conscience et qu'on se dise non, 10 ans après, non, finalement, je m'en fous, quoi. Et donc, ça, pour moi, c'est de l'ordre du changement permanent, surtout si on est un petit peu réceptif à ce qui se passe autour. Ça me donne justement d'ailleurs un lien avec précisément l'endroit où nous sommes assis, puisqu'il y a 5 ans, ici, j'étais invité donc à Livre en Marche, et j'étais en table ronde, et même à ta place d'ailleurs, parce que j'étais modérateur pour Pierre Rabhi et Cyril Dion. C'est pour ça que tu as envie de me poser des questions, je ouais, comprends c'est mieux. ça, ouais. Peut-être que je vais y arriver. Et dans l'autre chapiteau, et juste avant, je viens écouter, donc là j'étais pour le coup à votre place, en train d'écouter un gars que je ne connaissais absolument pas, sauf que je l'avais trouvé sympa, on avait partagé une feuille de salade, c'était tout ce qui restait à midi, et je l'avais trouvé terriblement sympa, donc je viens d'écouter. Il y avait à peu près autant de personnes que ce que vous êtes dans la salle, et il m'a subjugué, et c'est devenu depuis une star, il s'appelle Pablo Servigne, et sa pensée m'a radicalement, je vais pas dire transformé, c'est pas ça, mais inspiré. Voilà, je vais dire ça comme ça, c'est inspiré. Et comme je le connais du coup depuis 5 ans et que c'est devenu un ami, et que j'ai la chance de le côtoyer, la puissance de ce qu'il défend, qui est, si vous ne le connaissez pas, c'est Pablo Servigne, c'est la collapsologie et la théorie de l'effondrement. Les mots, ils sont horribles, ils font complètement peur, ils l'ont complètement dépassé. Mais ici, il avait développé une conférence sur sur son dernier livre qui s'appelait L'entraide, la deuxième loi de la jungle. Peut-être que vous connaissez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la loi du plus fort, il y a aussi l'entraide. C'était totalement lumineux. Et en fait, je me suis rendu compte que se mettre en phase, ça rejoint un peu ce que tu disais, Adrien, se mettre en phase avec ce qui est en train de se passer, ce qui peut être observé. Pablo, c'est un scientifique à la base, donc il énonce des faits réels. Mais ensuite, expliquer et montrer à force de détails avec les arbres, avec les animaux, que l'entraide, ça fonctionne, bizarrement, on part de quelque chose qui semble noir, glauque et pessimiste, et on finit sur quelque chose qui est fondamentalement optimiste. Ça a changé ma pensée. C'est-à-dire que même ma réponse tout à l'heure sur l'optimisme est teintée du moment que j'ai partagé ici, à écouter Pablo, à le lire, et ensuite aux échanges qu'on a pu avoir. Et c'est en ça que je pense on peut décider, accepter d'être en transformation permanente. Pour moi, c'est pas du changement, c'est de la transformation. Comme on peut décider d'être dans la stagnation
et de se dire non, les choses elles sont comme ça, point à la ligne, quoi. Vous voulez réagir par rapport à ça? Moi, ça me fait penser plus à l'entraide et à la solidarité que vous évoquiez, Nathalie. Pardon, il n'y a que ça devrait, l'entraide et la solidarité. Enfin, je veux dire, si l'homme ne partage pas, la vie n'a aucun intérêt, quoi. Ça, c'est pas nouveau pour vous, parce que vous dites c'est culturel. C'est une constante. Enfin, je veux dire, je sais pas, c'est l'ABC, quoi. Enfin, tout seul, on vaut rien, quoi. Ça vient quand même chez vous de votre éducation. Mais c'est très pas important. nouveau. Ça vient de l'éducation, ça vient aussi un peu du tempérament, et puis ça a été renforcé. Alors, au départ, il y a eu le pensionnat, parce que le pensionnat, ça oblige enfin, je veux dire, c'est une vie en communauté. Alors, et c'est vrai qu'il y a ceux qui font le service et il y a ceux qui le font jamais. Voilà. Mais cela dit, le 6e étage a énormément renforcé ça. Mais il faut aller vers les autres aussi. Parce que il y avait quand même certains, comme ça a été évoqué, les portes étaient fermées, quoi. Donc il faut frapper. Je peux dire quelque chose parce que ça rebondit sur ce que je voulais donner une anecdote, mais ça rebondit complètement. Je pense que ça l'illustre même. C'est que ce que dit aussi Pablo Servigne, ce qu'il avait expliqué ici avec de très belles images, c'est que dans le monde végétal, au milieu dans les arbres, il montrait deux types d'arbres qui poussent parfois au pied des montagnes, dans une situation d'abondance. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de problème pour se nourrir, ils ont tout ce qu'il faut dans le sol, il pleut comme il faut, etc. Eh bien, ils se mettent en situation de concurrence. C'est observé. Et les mêmes types d'arbres poussent tout en haut de la montagne, là où c'est l'inverse. On est en pénurie. Et bien, en situation de pénurie, pour pouvoir survivre tous les deux, ils s'entraident. Et la conclusion qu'il en tirait, c'est que c'était totalement applicable à l'espèce humaine. Ouais. C'est-à-dire que quand on est en abondance, eh bien, c'est la concurrence qui domine. On le voit dans le monde des entreprises, on le voit dans les comportements individuels. Et quand on se retrouve en pénurie, surgissent des comportements de cohésion, d'entraide et d'empathie. Et ça, je trouve que c'est quand même un message plein d'espoir. Et les personnes qui ont vécu des situations extrêmes l'ont touché du doigt, généralement. Et important, enfin. C'était une situation extrême pour vous, Nathalie? Ce que vous avez vécu? Extrême, non. Enfin, j'appelle pas ça extrême. Vous avez toujours pu partager on a toujours eu de quoi manger, un toit c'est pour ça, je veux dire, il y a de quoi manger, il y a un toit et il y a de quoi se nourrir, quoi. Donc tout va bien quelque part. C'est pas parce que les toilettes sont au bout du palier, on s'en fout, quoi. Ceux qui étaient à côté de vous dans ces chambres de bonne, ils avaient toujours de quoi manger aussi? Oui, mais ils mangeaient souvent, ce sont des étudiants qui mangeaient très mal. Ce que je vous ai expliqué, la salade en sachet ou l'espèce de pain de mie affreux, là. S'il y en a qui me prennent le matin, ils vont me détester, mais ça fait rien. Les pains de mie en sachet industriel, vous voyez, non mais affreux, quoi. Caoutchouc, là. Non, donc on achetait du pain, enfin, de qualité. Donc je pense que ça a été bénéfique sur l'apport. Mais on mangeait très bien, hein. Enfin... Non, il n'y a pas eu on n'était pas en position de survie. Mais l'entraide était importante parce que ceux qui étaient, par exemple, de l'étranger, alors c'est des petites anecdotes, mais forcément, quelquefois, il leur manquait une assiette, un verre, un machin. Donc là, vous prenez la conscience de l'importance d'un verre ou d'un couvert. Et quand vous viviez Ce qui fait que vous gaspillez beaucoup moins. Quand vous viviez dans un grand appartement peut-être plus bourgeois, plus grand, là, il y avait moins de gens qui venaient frapper à votre porte pour vous prendre une assiette ou un couvert, j'imagine. Personne. Parce qu'en plus, ils osent pas, généralement. Donc cette solidarité, elle est plus importante là-haut, au 6e? Non, mais le plus important, c'est le 6e. Ça a été, enfin, si j'avais pas eu le 6e, j'aurais manqué quelque chose dans ma vie. Et c'est quoi la suite? Est-ce que du coup, vous allez encore changer de vie, Nathalie? Ah ben moi je suis prête à changer, je suis comme les scouts, je suis toujours prête, mais cela dit, là on m'a mis, parce que ma propriétaire n'en pouvait plus de m'avoir au 6e étage, mais alors elle était saturée. J'ai quand même passé 18 ans, hein. Enfin c'est une vraie tranche de vie, 18 ans, vous voyez. Donc maintenant, comme on a considéré que j'étais vieille, moins jeune quoi, on m'a mis dans une résidence senior de la ville de Paris. Alors les voisins, c'est moins gai, ça c'est sûr. Même si ma gardienne me dit que dans quelques années je serai comme ça, je lui dis merci beaucoup madame. Voilà. Mais je vais essayer. Moi, j'aimerais beaucoup pouvoir ou transmettre dans les écoles ou transmettre. Vous voyez, parce que comme aujourd'hui tout le monde doit tout faire, on a supprimé les écoles ménagères dans les écoles. Très bien, c'était vieillot, parfait.
D'accord, mais maintenant tout le monde doit tout faire. Donc je pense qu'il devrait y avoir dans l'enseignement des cours, on emmènerait les enfants au marché, on leur montrerait les légumes, on les ferait cuisiner, ils apprendraient les saveurs, ils toucheraient, et le fait de toucher les légumes, ça je le dis très rapidement dans le livre, ça vous est en contact avec la nature. Alors, je sais, quand on est à Paris, ça peut faire rire, mais quand vous allez au marché, vous choisissez des légumes, vous les voyez, vous voyez quelle forme ils ont. Ça évite que des enfants, quand on leur parle de poisson, décident d'une croquette Findus, quoi, vous voyez. Non, mais c'est vrai, hein, je veux dire, il faut avoir et toucher les aliments. Donc ce sera ça, peut-être la prochaine étape. Moi, après j'aimerais bien, oui. Ou si je peux faire la popote pour des cantines, enfin, leur montrer qu'on peut avoir du bon bouillon sans que ça ait le goût d'eau de vaisselle, comme au pensionnat. Voilà. Adrien, ta prochaine vie, c'est quoi? Oula. Et moi, je reviens sur ce que tu disais avant, Fabien, c'est que j'ai le sentiment que il n'y a pas vraiment une première vie, une deuxième vie, une troisième vie. C'est une sorte de transformation continue. Et puis, il y a d'ailleurs François Julien qui écrit Les transformations silencieuses, qui explique que ce qu'on pensait être des événements, par exemple la fois où je me suis mis à écrire, ou alors la fois où j'ai donné ma démission de ma boîte, sont des affleurements sonores, donc des moments qui font beaucoup de bruit, mais en fait sont les affleurements sonores d'une transformation silencieuse qui ne cesse jamais, qui fait que de courir comme ça. Et je sais pas dans quelle direction je cours et je me transforme, mais c'est sûr que je me transforme. Peut-être que ma prochaine vie dépendra d'un événement extérieur, alors je me le souhaite pas, mais on a parlé justement de ce qui lui est arrivé avec sa première épouse. J'espère pas que ça m'arrive, mais en même temps, voilà, c'est peut-être quelque chose qui peut créer une nouvelle vie. Et donc voilà, il faut simplement essayer de rester capable de se transformer, donc ne jamais trop cristalliser, ne jamais s'arrêter sur quelque chose. Moi, je dis ça, c'est vivre en héraclitéen. Héraclite, il est dans mon bouquin parce que voilà, c'est le changement, etc. On ne s'arrête jamais. Donc voilà, c'est juste ça. Je vais continuer à courir, puis on verra où ça me mène. Mais pardon, je veux dire que pour se transformer, il faut quand même en avoir envie, hein, à un moment donné. Parce qu'il y a ceux qui sont et qui tombent vraiment malades parce qu'il y a un blocage sur l'intérieur profond sur la capacité de transformation. Voilà, c'est pour ça que je dis ça, c'est très très important. Ce qui me fait peur, c'est de cristalliser à un moment donné et puis de rester planté là, quoi. Ouais. Non, mais là, ça a l'air d'aller, non ? Pas vous arriver. Non, ça va, je vous rassure. On va faire Dr. Knork. Vous savez. Toi, Justine, par exemple, tu as le sentiment que... Moi, j'aime beaucoup cette idée de transformation silencieuse, c'est ça ? Tu évoques ? Ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Mais avec la volonté. Merci beaucoup à tous les trois. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on continue peut-être avec des questions du public. Ça vous dit ? C'est top, ouais. Allez. Est-ce que vous avez des questions pour ces trois personnages ? Parce que ce sont des personnages sur cette scène. Ah ouais. Lumière. Ça fait du bien de vous voir. Ça fait du bien de vous voir maintenant. On se sent moins seul. Est-ce que vous avez des questions pour Nathalie, pour Adrien ou pour Fabien ? Donc, ça concerne madame. J'aimerais savoir, pendant que vous étiez au 6e étage, vous avez continué de travailler. Ah oui. Et vous faisiez quoi dans vos 6 mètres carrés ? J'ai fait tout. Alors, j'ai continué à faire un peu de créa quand j'avais par hasard un client. Enfin, je dis par hasard parce que, comme dans les dernières années, les 10 dernières années, j'ai déménagé tous les 2 ans. Au bout d'un moment, vos clients, ils savent plus où vous êtes, quoi. C'est là où vous n'arrivez plus à fonctionner, en dehors des ATD. C'est que, voilà. Ensuite, j'ai été cuisiner chez des gens, quelquefois. J'ai fait des gardes de chats l'été. J'ai été concierge dans l'immeuble. Tout. Je veux dire, j'ai jamais reculé devant aucun boulot, voilà. Bah oui, parce qu'il fallait. J'ai vendouillé à droite et à gauche des excès que j'avais, même si j'en ai encore. Je vous rassure tout de suite, je suis pas toute nue, parce que quand on a travaillé dans la couture, ça esquinte. Quand on a 10 ans, 20 ans. Mais non, j'ai continué à travailler. Oui, mais il fallait bien que j'arrive à gagner. Enfin, parce qu'il faut quand même payer un téléphone, il faut quand même payer du chauffage. Enfin, oui, il y a un minimum de frais qu'il faut. Voilà. Non. Ok, merci. Et toi, elle t'aidera. Ouais.
Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Sinon, moi, j'en ai plein. Hein. Bon. Ils vont tous se précipiter pour lire nos livres, ça va être formidable. Exactement, c'est peut-être parce que tout est dans vos bouquins. Est-ce que vous trois, vous avez des questions entre vous, des choses que vous voudriez découvrir où vous n'avez pas encore eu la réponse? C'est trop forte. Oui, je sais pas, moi, je comprends très bien. Oups, voilà. Enfin, j'ai très bien compris au travers de ce que vous avez dit, vos écrits, si je puis dire. Et je pense que, voilà, les EHPAD, j'aurais pu vous aider parce que j'ai vécu la période EHPAD, mais... Moi, j'ai Cette peut-être question. une question, mais c'est l'un ou l'autre qui peut y répondre. Mais on a fait un livre, chacun qui a un objet. On disait qu'il fallait pas s'arrêter, qu'il fallait pas que la chose se cristallise, mais faire un livre, en tout cas c'est un sentiment que moi j'ai, c'est laisser une trace de où on est à un moment donné, ça s'arrête là, puis ça change plus comme nous on change. Donc quelle relation on a avec un livre, peut-être aussi les BD où il y a plein de tomes, qui s'arrêtent, qui est un marqueur de qui on était à un moment donné. Et après, nous, on change. Alors, soit on change de vie, soit on évolue, on se transforme. Mais qu'est-ce qui fait qu'on veut faire des livres alors qu'aujourd'hui, il y a une technologie qui nous permet de raconter le changement en continu, réseaux sociaux et autres. Oh non. Alors vous êtes old school, ça se voit, donc je peux imaginer D'accord. Sympa. pourquoi vous avez fait un bouquin. Mais monsieur qui a une modernité étonnante. Non, attendez, Pourquoi je vais est-ce qu'il l'arrêter a fait tout un de suite. livre Non, attendez, avant que vous répondiez, je vais vous dire, non, parce qu'il faut l'arrêter dans ces conneries. Quand même. J'étais sûre qu'ils allaient se poser des questions je veux dire, tous les les livres trois. de Ça allait être cuisine, facile. les livres de cuisine, quand on veut un livre de cuisine, on regarde une recette. Enfin, je vois mal, même les obsédés plus jeunes, enfin, à moins que vous regardiez les recettes sur votre portable. Ah bah bien sûr, évidemment. Ah bah oui, mais enfin bon, moi, même mais autour tout le de monde, moi- on a l'ordinateur non, ouvert. non, et puis- non, et la recette non, évolue, non, parce que non, peut-être non, vous n'avez non, pas non. mis assez de poivre dans la recette, page 15. Non, les voisins, les voisins, ça captait pas très bien les réseaux au 6e étage. Ah, c'est ça. Et en plus, ils voulaient pas tous payer l'abonnement de la Livebox. Donc, même s'il y en avait au moins 5 qui étaient sur la mienne, car au moment, ça marchait pas très bien. Donc, de toute façon, Ok. on lisait les recettes. Voilà. La technologie a des limites, quand même. C'est pour ça Voilà. que j'ai dit old school. Ouais. Non, mais Je vais lui donner votre livre, Nathalie, pour qu'il voit à quoi ça ressemble. Tiens, un livre de cuisine, ça ressemble à ça. Mamie se révolte. Alors moi, je cuisine très peu, très peu. Ça me fait plaisir quand je le fais parce que j'ai la chance d'avoir une femme qui est une fantastique cuisinière. Ah, ça, c'est bien. Mais ça m'arrive de cuisiner. Et alors, je suis désolé, Nathalie, mais moi, quand je cuisine, je prends mon ordinateur et j'affiche Ah oui. une recette sur C'est vrai. et je la suis bêtement puisque j'ai pas de base. Et ce que je trouve par contre incroyable, ça va pas dire avec ta question, mais ce que je trouve incroyable, c'est que j'y prends un plaisir fou et que ça marche. C'est-à-dire que c'est bon. Pourquoi c'est bon? Pas parce que je suis doué, c'est parce que je sais rien faire de mes mains. Et donc je suis bêtement. Je me dis pas tiens au feeling, je sais pas quoi. Je suis bêtement et ça fonctionne. Bon, ça répond pas à ta question. Mais pour répondre à ta question sur c'est marrant parce que c'était un peu d'actualité pour moi cette année parce que Les Seigneurs de la Terre, donc cette saga, j'ai commencé à l'écrire en 2014. Il y a 6 tomes et le dernier tome est sorti cette année. Donc ça veut dire que ça fait 8 ans que j'ai des personnages dans ma tête. Et puis il y en a d'autres en plus, donc ça fait beaucoup de monde dans ma tête. Mais je vis avec ces personnages un peu depuis 8 ans. C'est-à-dire qu'à tout moment, il pouvait se passer un truc qui me disait « Ah tiens, ça pourrait être inspirant pour ceci, pour cela. » Et en effet, j'ai réalisé en écoutant ta question que, évidemment, que mon écriture sur 6 tomes a suivi ma propre évolution jusqu'à ce que l'histoire s'arrête en 2022. Et le résultat des courses, c'est quand en février 2022, le dernier tome est sorti, c'est que ça m'a fait un sacré petit deuil, quoi, parce que c'était au revoir à 8 ans d'évolution de mes personnages en lien avec ma propre évolution. Donc évidemment, comme par hasard, il y a le début d'une autre saga qui a commencé, qui s'appelle Les Damnés de l'Or Brun. Mais en effet, je trouve ça super intéressant, cette notion de produit qui s'arrête, qui est fini, alors que nous, on continue à évoluer. Et ça sera assez fun que tu nous dises ce que tu vas en penser dans 10 ou 15 ans, quand tu vas relire ton premier roman. Moi, c'est déjà une sorte de souffrance, hein, parce qu'il y a déjà 5 ans de recul. Donc, quand des gens veulent mon premier roman, c'est toujours un peu angoissant, quoi. Ce serait quoi le prochain roman? Mon prochain roman? Ouais. Mon prochain roman, il faut imaginer, je fais le pitch en 2 secondes. Ouais. Ok. Vas-y. Donc, ça n'a rien à voir avec le reste, c'est toujours très différent. Imaginez vous êtes 2, donc un couple d'amis, et puis un soir, vous avez un peu trop bu de Genepi, puisque j'ai découvert ça ici. Et puis ça vous rend courageux, puis vous vous dites, parce que vous êtes un peu fâché contre quelqu'un, vous vous dites, ah mais lui vraiment, il faudrait qu'il disparaisse, quoi.
il faudrait qu'on puisse, pour dire simple, le buter, quoi. Et puis, mais ça peut nous arriver dans des moments comme ça où on se lâche, quoi. Je vois une dame qui a quelqu'un en tête. Hein. C'est bien quand c'est allumé dans la salle. Hein, oui, ça permet de voir qui partage cette passion. Et du coup, imaginez que fort ivre, vous allez sur Internet, parce qu'il y a des gens qui ont quand même accès à cette technologie. Et je rigole. Il faut beaucoup d'électricité, tout ça. C'est pas bon pour la planète. C'est vrai que c'est pas très écolo. Oh là là. Et ils vont, parce que vous avez trop vu, vous allez sur info@gouvernement.fr, vous envoyez un email et vous demandez un permis de tuer. Parce que voilà, vous vous dites, bon, bah voilà, et puis après tout, c'est marrant, on a trop bu et tout. Et le lendemain matin, donc vous êtes chacun dans votre appartement, vous êtes rentrés, vous avez mal dormi. Quelqu'un sonne chez l'un des deux et dit, voilà, on vous remet en main propre votre permis de tuer, félicitations. Et puis l'autre, il reçoit une lettre qui dit, bah non, voilà, il n'y aura pas de permis de tuer pour vous, désolé. Et en fait, en partant de là, qui paraît un truc un peu débile et humoristique, c'est un livre sur l'éthique. Parce que le type qui se retrouve avec son permis de tuer, il dit, mais en fait, j'en fais quoi? Sur quelle base est-ce que je décide qui a le droit de vivre ou pas? Et c'est très facile quand on n'a pas le droit de faire une chose, de dire, ah, mais moi je ferais ci, moi je ferais ça. Mais une fois qu'on y est, une fois qu'on a le permis, c'est comme un permis de conduire, on l'a dans la poche. C'est livré avec un petit vademecum qui dit comment tuer, qu'est-ce qui est le plus désirable, pour soi-même qui tuons, pour celui qui doit être tué, etc. Si on a quand même un peu d'affection pour lui. Et on a le droit de le faire. Bah, qu'est-ce qui se passe, en fait? Quels sont les critères? Avec qui est-ce qu'on en parle? Qu'est-ce que ça bouge chez nous? Comment est-ce qu'on se trouve légitime pour le faire? En gros, qu'est-ce qu'on fait de notre petit pouvoir d'action? Et c'est un livre qui devrait être plus sérieux que ce que j'en dis pour l'instant, mais qui traiterait de ça. Génial. J'aime beaucoup l'idée. Vous en avez un prochain, vous, Nathalie, de bouquin? Oui, il y a un projet pour développer l'acte 2 sur l'Italie, puisque j'ai eu la chance d'y aller souvent, d'y travailler beaucoup, d'y rencontrer bon, et de très bien manger. Donc je voudrais, au travers de tous les villages dans la région de Venise, dans la région de Florence, et surtout en évitant de parler de ces grandes villes que tout le monde connaît, mais au travers des entreprises que j'allais, qui étaient dans des banlieues, dans des zones industrielles, expliquer qu'il y avait des coins absolument délicieux, quoi. Enfin, on mangeait magnifiquement bien, et montrer toute la différence qu'il existe entre les Italiens et les Français dans leur humanité, dans leur manière de vivre. Et qu'il y a même si, enfin, la France est un pays magnifique, mais en Italie, dans des lieux les plus improbables, il y a absolument des merveilles, voilà. Donc, je voudrais faire ça. Voilà. Et que je referai en acte 1, acte 2, acte 3 à nouveau. Merci. Oui, quant à moi, si je réponds à la même question, nouveau projet, donc j'en ai pas mal, j'en ai plusieurs qui sont en cours de dessin, des bandes dessinées. Et là, je travaille sur un projet donc qui n'est pas encore signé avec un éditeur, mais qui est déjà avancé dans ma tête et par écrit, qui est une BD qui serait une BD en ce qu'on appelle un one-shot, donc un roman graphique, un tome unique de probablement 100 à 120 pages, planches, pour faire témoignage de ce qui se passe dans la région dans laquelle je vis, qu'on appelle la Biovallée. La Biovallée, c'est la vallée de la Drôme. En fait, si vous voyez, donc le Rhône coule comme ça, la Drôme horizontalement. Et donc, il y a un regroupement d'une centaine de communes qui a commencé sa transition il y a bien 50 à 60 ans et qui est terriblement en avance. Et donc, ce qui est très intéressant, et c'est une demande de leur part d'ailleurs, c'est que je raconte l'histoire de comment ça s'est passé pour se retrouver avec un taux de production bio qui dépasse complètement ce qu'on a l'habitude de voir, avec des concepts pédagogiques différents, même des concepts démocratiques différents. Et donc un art de vivre qui correspond à mes valeurs et à celles de ma famille. Et voilà, mon projet, c'est de raconter ça dans une BD fictionnelle, comme d'habitude, donc avec une héroïne qui va naviguer dans cet univers et venant de Paris, et puis donner l'occasion de transmettre comment ça s'est passé, comment ils ont réussi à faire ça, comment on peut y vivre aujourd'hui et quelques perspectives d'avenir pour continuer à faire évoluer cette région magique. Mais qui pourrait du coup être adaptée dans n'importe quel endroit, puisque mon idée c'est pas de faire témoignage d'un endroit en disant voilà, regardez ça, vous avez vu, c'est un Éden, c'est génial, hein, c'est pas là que vous vivez. C'est plutôt de proposer des clés
celles qui ont les 2-3 clés qui ont fait que ça soit possible. En l'occurrence, une des clés, c'est le regroupement autour de cette rivière, la Drôme, mais dans un autre endroit, ça peut être autour des terrils dans le nord, ou je sais pas moi, d'une mer de sable. Enfin voilà, l'idée c'est parti dans la Drôme, en tout cas, autour d'un élément naturel très fort à protéger, et puis d'une communauté humaine qui s'est levée avec une vision, ce qu'on appelle la vision positive d'un avenir désirable. C'est quelque chose qui est reproductible dans d'autres régions, et c'est l'ambition de cette BD. Super. Eh ben, écoutez, merci à tous les trois de nous avoir parlé aussi de vos prochains livres. Leurs bouquins, ils sont disponibles donc au salon. Merci Adrien, merci Nathalie, merci Fabien. Merci. Et puis je pense qu'on peut aussi les applaudir. Merci à toi. Merci beaucoup.